Aujourd'hui, un partage d'expérience, de mon expérience, du fait d'avoir créé ma propre entreprise, d'avoir vécu avec cette entreprise plusieurs années, 7 années exactement, et finalement d'avoir dû fermer cette société et revenir dans le monde du salariat. Cette vidéo elle a deux objectifs pour vous qui m'écoutez. Tout d'abord, et prioritairement, vous inciter, vous inspirer à vous qui avez la quarantaine passée à créer votre propre chaîne YouTube pour pouvoir justement partager des expériences de vie, chose que ne peuvent pas faire les personnes qui sont plus jeunes et qui n'ont pas cette expérience, ce vécu. Ça c'est le point fondamental et pour cela j'utilise volontairement mon smartphone, un trépied à je crois moins de 5 euros que j'ai posé sur un bord de fenêtre et le micro de mes oreillettes voilà, que je tiens pour un meilleur son et je suis en extérieur et donc le message derrière c'est pas d'excuse pour la technique hein. Si vous avez déjà un smartphone, ce qui est le cas à mon avis 100% de vous qui m'écoutez, eh bien vous pouvez faire cette chose là. D'ailleurs sur cette chaîne on va pas beaucoup parler de technique hein. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube pour cela, pour la technique, pour créer une chaîne avec une adresse Gmail et créer une chaîne YouTube, c'est gratuit et c'est très facile. Je pourrais en faire une si c'est demandé, mais voilà, c'est basique. Et deuxième population, j'allais dire, à qui ça s'adresse, et c'est peut-être aussi la même d'ailleurs, c'est vous qui soit avez le projet de créer une entreprise. Il y aura peut-être des choses que je vais partager et qui vont vous aider. Ou vous qui avez créé aussi une société et qui vivez peut-être comme un échec le fait d'avoir dû finalement la fermer, cette entreprise, et voilà comment faire. Et peut-être êtes-vous déjà revenu dans le salariat, devez-vous revenir dans le salariat, tout est ok. En tout cas je vais vous dire ce que moi, comment je l'ai vécu, si ça peut en inspirer certaines ou certains d'entre vous. Alors tout d'abord, c'est à l'âge de 40 ans que j'ai créé cette société. Alors est-ce que j'ai fait ma crise de la quarantaine? C'est vrai qu'à cette époque, eh bien, j'ai divorcé avec deux filles, deux enfants, voilà, assez petites, finalement 8 et 10 ans je crois. J'ai dû déménager, quitter le domicile. Et j'ai dans la même période ou même année même créé mon entreprise, où je venais juste de la créer peut-être un petit peu avant. Voilà, beaucoup de changements dans ma vie. En tout cas, c'est comme ça que j'ai démarré, c'est à l'âge de 40 ans. Pourquoi j'ai créé cette société? En quoi consistait l'activité? Eh bien, tout simplement, ça coulait naturellement de ce que j'avais pu faire auparavant, c'est-à-dire que je travaillais comme ingénieur commercial en l'occurrence, ou chargé d'affaires, ou commercial terrain, tout simplement, pour différentes entreprises. Et en parallèle de cette activité salariée, qui était OK pour moi, eh bien, j'ai commencé à investir dans l'immobilier dès l'âge de 30 ans. Comment j'ai pu faire? Eh bien, c'est grâce notamment à de l'apport, à de l'argent que m'avaient donné mes grands-parents, qui eux-mêmes étaient entrepreneurs. Et cet argent, eh bien, je me suis dit, au lieu de le dépenser ou voilà, d'en faire mauvais usage, eh bien, je vais m'en servir comme apport pour investir dans l'immobilier. C'est comme ça que j'ai démarré, moi, à investir dans l'immobilier. Et qu'au fil du temps, c'était pas vraiment attendu pour le coup, eh bien, j'allais dire naturellement, voilà, je bassinais en fait mes amis pour qu'eux aussi investissent dans la pierre, dans la ville de Lyon en l'occurrence où je résidais à l'époque, qui est une ville très porteuse, mais voilà, il y a beaucoup de villes porteuses d'ailleurs partout, à dire vrai. L'idée c'était voilà, de les inciter à investir également, et c'est comme ça que j'ai pu aider, alors à différents degrés, des amis à investir, soit en leur trouvant un appartement, la plupart du temps c'était comme cela que j'intervenais, soit en les conseillant pour qu'ils trouvent eux-mêmes un appartement qui leur convenait pour investir, hein, j'entends, pas pour habiter. C'était vraiment que de l'investissement dans l'immobilier ancien, avec des travaux de rénovation pour valoriser les lieux, et pas du tout dans le neuf qui est un autre objet qui est de défiscaliser. Donc c'était comme cela que moi-même j'ai démarré, que j'ai pu répéter des opérations d'ailleurs, d'améliorer au passage la fiscalité, d'optimiser les choses, de meubler, de faire plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients entre guillemets. Alors je mets des guillemets puisque je ne les faisais pas payer, quoi. Ils m'invitaient au resto et c'était ok comme cela. Sauf qu'à un moment je me suis dit, et qu'est-ce qui se passerait si je quittais mon emploi de l'époque, encore une fois ingénieur commercial dans une grande société. C'était plutôt confortable à plusieurs niveaux. Alors confortable, il fallait faire des comptes rendus et avoir un certain résultat en termes de chiffre d'affaires, mais c'était voilà, c'était sécure, c'était une grande entreprise américaine, c'était confortable dans ce point-là, de ce point de vue-là. Et donc c'est une prise de risque hein, que de sauter dans le vide et de lâcher cette chose-là. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Et que de se lancer dans une société, alors une société que j'ai créée seule, où j'ai évolué seul,
une SASU, si ça, voilà, société anonyme simplifiée unipersonnelle, société par action simplifiée unipersonnelle. Donc le but c'était d'être seul, ce qui est une prise de risque encore plus grande que quand on est à plusieurs. Euh, et est-ce que je n'avais pas regretté cette chose, sauf que créer cette société, ça m'apportait l'indépendance, alors qu'il est une valeur phare chez moi. Je ne sais pas si vous vous intéressez à tout ce qui est astrologie ou choses comme cela, mais quand on apprend à se connaître, eh bien, on découvre que chez soi, chez chacun d'entre nous d'ailleurs, il y a des valeurs qui sont plus fortes que d'autres. Pour moi, je suis Verseau au passage, un Verseau heureux est un Verseau indépendant. L'indépendance, c'est une valeur phare, donc ça me permettait d'avoir cette chose-là, de la liberté, on gère son temps. Après, on n'a plus de patron, mais on a des clients, donc voilà, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Euh, mais j'ai pris la décision de faire cela alors en négociant le virage, avec il y a des systèmes de rupture conventionnelle qui existent et qui vous laissent aussi le temps de créer votre société, de générer vos premiers revenus, tout en bénéficiant d'une allocation chômage sur une certaine durée. Voilà, il y a des mécanismes pour cela, en France en tout cas, qui permettent ce genre de choses-là, qui sont très adaptées pour créer sa société. Donc ça, j'ai bénéficié de cette chose-là et c'était très très bien, ça m'a beaucoup aidé. Pour, pour être honnête, ça m'a aussi mis trop dans le confort, c'est-à-dire je me suis dit voilà, j'ai des revenus, j'ai plusieurs mois pour voir venir, donc je n'ai pas été, c'est une première erreur que je peux partager, c'est que je n'ai pas été au taquet, entre guillemets, pas à fond, dès le jour 1. Chose qu'il faudrait faire dans l'absolu, mais on se laisse un peu porter. C'est un certain, j'allais dire un choc émotionnel. En tout cas, c'est un grand changement émotionnel que de quitter un CDI dans une grande société pour se retrouver seul face à soi-même, pour trouver ses propres clients et tout mettre en place à partir de zéro. Donc on se dit, je mérite quand même un peu d'une phase de repos pour digérer tout ça et me remettre d'aplomb. Mais cette phase, si on ne se met pas une date butoir, elle peut durer plusieurs mois. Et moi, c'est ce qui a été mon cas. Et donc, alors j'avais des enfants, donc je profitais. J'étais un des rares papas à pouvoir aller à toutes les sorties. Je profitais de cette maîtrise de mon temps pour le mettre à bon escient aussi et d'en profiter pour, voilà, notamment apporter mon aide et ma présence. Mais parfois, voilà, on a tendance à pouvoir repousser, à se dire c'est bon, là j'ai pas de pression, mais le fait de ne pas avoir de pression ou de date butoir, ça peut avoir l'effet pervers de vous laisser trop de temps et d'abuser de ce temps-là pour ne pas démarrer tout de suite. Donc ça, voilà, un retour, c'est démarrer le plus tôt possible, faire des actions au quotidien versus trop laisser de temps. Et puis il y a une deuxième chose qui me vient, que je vous partage, c'est le fait d'avoir décidé d'être seul. Alors c'est à la fois, ça a beaucoup d'avantages, hein, on est le seul maître à bord. Peut-être qu'on manque par contre voilà, de quelqu'un, si on est à deux dans une société, voilà, deux cerveaux, on réfléchit mieux que seul, notamment sur la stratégie, sur les erreurs qu'on commet et qu'on ne voit pas forcément ou qu'on voit tard ou trop tard, sur les choses qu'on devrait faire, sur des fausses idées que l'on a, sur voilà, plein de choses. Donc c'est le fait d'être seul, c'est bien, mais avec le recul, je pense que si c'était à refaire, alors soit je recommencerais une société seule, mais vraiment en m'entourant de quelqu'un qui est d'accord pour être un conseiller, un coach, vraiment qui fait corps avec l'aventure, soit de créer une société à deux personnes, voire à trois. Là, il y a d'autres enjeux et d'autres inconvénients, mais avec le recul, voilà, ça peut être quand même bénéfique d'avoir quelqu'un qui est là tout le temps et qui vous suit et voilà, sur qui vous pouvez compter et que vous pouvez questionner n'importe quand et d'avoir un retour. Je pense que ça, un retour bienveillant, régulier, constant, c'est une chose importante. Parce qu'une des grandes difficultés aussi, c'est d'être seul. Hein. Voilà, ça a des avantages, mais j'ai beaucoup rencontré de solopreneurs ou de personnes qui évoluaient seules et ça revenait très souvent. Comment faire pour travailler seul, pour avoir des idées, pour ne pas se laisser aller, pour avancer dans quelle direction. C'est quelque chose d'assez, voilà, je pense d'important, tout cela. Voilà. Et donc si je reprends le fil, donc j'ai décidé de me lancer. Et donc du fait d'avoir aidé dans l'immobilier certaines personnes et d'avoir pratiqué moi-même, j'ai naturellement créé une société dans le domaine de ma passion qui était l'investissement immobilier. Plus particulièrement parce que j'ai appris notamment une des recettes du succès, c'est d'être sur une niche, d'être sur un segment bien précis. Alors moi pour le coup il était hyper précis, je suis chasseur immobilier. J'aide les investisseurs à investir dans l'immobilier ancien uniquement, donc versus l'immobilier neuf, que dans l'investissement et non pas dans la résidence principale, dans la ville de Lyon,
au passage. Alors après, ça s'est étendu, Lyon et sa périphérie, voire dans un périmètre de 1 heure de route. Mais en tout cas, c'était à la base très ciblé sur Lyon exclusivement. Euh, avec des travaux de rénovation, donc pour faire du meublé également, pour pouvoir, versus la location non meublée, la location nue qui fiscalement est moins optimisée. Et je m'adressais notamment à mes avatars, c'est-à-dire à des cadres salariés, puisque j'étais moi-même, j'ai investi en tant que cadre salarié finalement, commercial, mais mon statut c'était cadre salarié, en CDI pour être sûr d'avoir une capacité d'emprunt et d'avoir un accord bancaire, ou aux chefs d'entreprise aussi, puisque j'étais devenu chef d'entreprise moi-même, donc c'était cohérent de parler à d'autres pairs, à d'autres chefs d'entreprise, vous voyez, donc c'est toujours bien d'avoir cette cohérence, cette congruence, ça je l'avais. Et une autre cible, j'allais dire, et c'est pas très élégant, une autre catégorie d'investisseurs qui sont arrivés de manière inattendue et involontaire presque de ma part, c'était les expatriés. Expatriés qui notamment connaissaient Lyon soit pour y avoir vécu, soit de nom, et la ville jouit d'une excellente réputation pour l'investissement, et qui donc étaient expatriés et qui gagnaient bien leur vie, hein. Ils ont des revenus habituellement supérieurs à ceux qui travaillent en France. Ils veulent investir dans la ville de Lyon, en l'occurrence, sauf qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de personnes sur place, et c'est là qu'un chasseur immobilier est utile, voire indispensable, sauf s'il y a des membres de la famille qui peuvent aider. Et autre point que j'ai découvert, que j'ai appris, c'est que ces expatriés, ils gagnent bien leur vie, mais par contre, ils n'ont plus de système de retraite, puisqu'ils se sont expatriés. Et donc, il faut assurer sa retraite pendant qu'on est expatrié et qu'on gagne des revenus intéressants. Chose qui milite en faveur de l'immobilier. Il y a tous les placements sont ok, hein, pour cela, mais l'immobilier est tout à fait, est en tout cas un pilier, hein, de manière générale. Il y a des personnes qui misent tout sur l'immobilier, dont j'ai pu faire partie, et c'est une erreur. Et donc il vaut mieux diversifier. Il y en a d'autres qui prennent le parti inverse d'investir dans plusieurs supports, sauf dans l'immobilier. Je pense que les deux sont une erreur. Il faut au moins faire de l'immobilier, notamment grâce à l'effet de levier, au moins que ça représente une partie de votre patrimoine, de vos investissements. Pas forcément prépondérante, mais en tout cas que ça en fasse partie, et ne pas le faire, ça reste une erreur. Quelle que soit la conjoncture, la fiscalité, la France pour cela est très pénalisante, les taxes, les contraintes législatives, le DPE sur les passoires énergétiques, les plafonds modélés dans les grandes villes, les contraintes budgétaires qui rendent votre capacité d'emprunt moindre. Et ben, malgré tous ces inconvénients, toutes ces embûches, il reste pertinent à mon sens d'investir au moins dans un bien immobilier locatif. Voilà. Il y a la résidence principale aussi qui peut entrer en ligne de compte, mais investir dans un bien locatif, ça reste pertinent. En tout cas, ça l'était d'autant plus de manière criante pour les expatriés qui souhaitaient préparer l'avenir. Donc j'avais ces trois avatars, ces trois catégories d'investisseurs qui sont venus à moi. Alors comment ils sont venus à moi? Je reviens sur l'objectif premier de cette vidéo et cette chaîne, c'est parce que notamment j'avais fait une chaîne YouTube. Alors j'avais créé un site internet qui s'appelait Investir à Lyon, qui est désactivé depuis, que je vais peut-être réactiver, ne serait-ce que pour vous montrer en quoi ça consistait. Mais je l'alimentais mal, je l'alimentais pas de manière SEO. Alors j'aime bien écrire, mais voilà, je prenais pas vraiment le temps de faire des articles structurés dans la durée, surtout qui avaient une pertinence sur la durée qui serait valable 10-20 ans plus tard. Vous voyez, j'avais tendance à décrire ce que je faisais dans mon quotidien, tel appartement, tel mode d'exploitation, mais c'était pas vraiment stratégique. C'est là où je reviens sur le fait d'être au moins à deux, et la vision stratégique à long terme, bah ça en fait partie. Quand vous écrivez des articles de blog, c'est important qu'ils soient pérennes, vous voyez, qu'ils soient sans date d'expiration, qu'ils soient vrais, de manière générale, des conseils, presque des principes, versus aller dire voilà, il y a tel appartement à telle adresse où on a fait tels travaux. C'est redondant, c'est un exemple, mais ça doit illustrer quelque chose de plus vaste. Moi, ça c'était une erreur, mais en tout cas j'avais créé un site internet qui quand même avait le mérite d'exister, et quand on tapait sur Google Investir à Lyon, eh bien on tombait en priorité sur mon site, ou dans la première page en tout cas, donc ça c'était un vrai levier. Et je vous conseille aussi de faire un site en parallèle d'une chaîne YouTube prioritairement. J'avais créé une chaîne YouTube où là j'étais plutôt à l'aise, et l'immobilier pour ça se prête très bien à la vidéo, hein. On déambule dans un bien, on montre avant les travaux, après les travaux, on peut faire intervenir des artisans et les faire participer, une décoratrice d'intérieur professionnelle, le client lui-même qui a investi, qui avait ses peurs, ses doutes, etc. J'ai fait des témoignages aussi en vidéo des personnes qui avaient réussi à investir par mon biais, que j'avais réussi à faire passer à l'action, donc ça c'est formidable. Donc il y avait cette chaîne YouTube, et puis il y avait toute l'activité sur les réseaux sociaux aussi qui est très chronophage,
et qui est bien moins porteuse que la chaîne YouTube dont je parle tout le temps ici et que je mets en exergue. Puisque voilà, un contenu que vous faites sur une chaîne YouTube, eh ben, ça va rester comme dans une bibliothèque et ça va perdurer. Les vidéos que j'ai faites il y a 10 ans existent toujours et elles peuvent avoir un certain degré de pertinence et continuent à avoir des vues et un temps de visualisation qui monte. Versus ce même contenu que vous mettez sur Facebook ou sur je ne sais pas quel autre réseau social va tomber dans les limbes d'internet, à moins que la personne soit déterminée à rechercher votre contenu à vous, qu'elle vous ait identifié et qu'elle veuille absolument telle chose, ce qui n'arrive quasiment jamais. Il y a peu de chances que ça soit porteur. Donc c'est pour ça que YouTube et un blog versus les réseaux sociaux, il n'y a pas photo, YouTube est le mieux. Et pourquoi c'est le mieux même qu'un blog? Eh bien, c'est que vous avez cette interaction, c'est ce qui se rapproche le plus du face-à-face finalement. Vous avez la voix, la façon de parler, la gestuelle, je ne sais pas quoi encore, la façon de procéder, vous voyez, qui impacte beaucoup plus, en tout cas qui humanise beaucoup plus la relation, versus un écrit où vous pouvez mettre des bribes de votre personnalité, des touches d'humour, que sais-je, mais ça ne va pas être aussi impactant. Donc voilà pour comment ça a démarré, comment j'ai gagné mes premiers clients, comment je me suis fait connaître. Et donc ça a duré comme cela plusieurs années. Encore une fois, c'est un métier de passion. Et donc je me suis amélioré au fil du temps. Alors ça, c'est une des incroyables richesses, un apport qu'apporte la création d'entreprise. C'est que ça vous pousse à vous améliorer tout le temps. On travaille sans filet, vous êtes le seul à bord et donc charge à vous de vous améliorer. Et notamment au niveau des investissements à proprement parler, au début ça a commencé par la petite surface bien placée, le studio qui s'adresse à des universitaires. Ça c'est parce que la tarte à la crème de l'investissement, c'est ce que tout le monde cherche. Donc c'est très difficile à trouver. Donc il y a beaucoup de demandes mais peu d'élus. Et moi j'ai réussi à en trouver en ne faisant que ça à temps plein, mais c'est parmi les plus difficiles et pas forcément les plus rentables, puisque le prix au mètre carré est plus cher que pour toutes les autres surfaces. C'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser aux plus grandes surfaces, un T2 typiquement. Et là, surprise, le prix au mètre carré diminue et la rentabilité peut être supérieure, alors que moi j'étais convaincu de l'inverse au départ. Puis vous avez un T3, donc ça veut dire un appartement staffé avec 2 chambres et une pièce de vie, plus une cuisine. Et là, vous pouvez faire pourquoi pas de la colocation, donc vendre 2 fois une chambre versus louer l'appartement à une famille entière par exemple, ou à un couple. Donc ça c'est encore plus rentable. Et puis après, vous avez le T4 avec 3 chambres, même sentence pour la colocation, le T5 à 4 chambres. Puis vous avez après le mode d'exploitation en lui-même, la location de courte durée, de courte et moyenne durée, qui peut être optimisée et qui ne peut se faire qu'en meublé et qui va encore améliorer le rendement de l'investisseur. Vous avez le fait d'investir dans des immeubles de rapport dont le prix peut être le prix d'une grande surface à Lyon, sauf que si vous vous excentrez un peu, vous avez encore de la rentabilité, puisqu'en une fois vous achetez plusieurs appartements qui font partie d'une monopropriété d'un immeuble. Bref, j'ai réussi à faire tout cela pour mes clients. Finalement, j'avais des résultats de rentabilité meilleurs que mes propres investissements initiaux à moi. Donc c'est en ça qu'on s'améliore vraiment beaucoup, et ça c'est, à part dans le domaine de l'entreprise, quand vous êtes entrepreneur à votre compte, vous allez découvrir des ressources en vous que vous n'imaginiez pas. Donc ça, rien que pour cela, c'est une expérience formidable. Et donc je recommande pour cela, si vous êtes hésitant, vraiment ça plaide en faveur de créer son entreprise, donc je ne peux que le recommander. C'est ce que je fais auprès de mes proches, de mes enfants également, pour vous dire que c'est une expérience formidable. Expérience d'ailleurs qui est valorisable plus tard, si vous avez à mettre dans un CV pour retrouver un emploi de salarié. Ça c'est aussi, c'est le thème de la vidéo, mais c'est très valorisé. Comment on s'améliore également, ça va être au niveau des vidéos, puisqu'après on fait des vidéos, on peut se voir, se regarder, j'allais dire, et puis vous découvrez que finalement le son est mauvais, voire aléatoire, que la vidéo vibre. On vous le fait remarquer d'ailleurs dans les commentaires. Quand c'est des critiques constructives, il faut les en prendre compte. Donc si quelqu'un vous dit c'est super ton contenu, mais j'ai le mal de mer parce que ça vibre, la fois suivante, soit vous achetez dans un matériel un peu plus stable, ou alors vous collez votre téléphone contre le mur et vous parlez le bras tendu pour fixer l'image. Et pour le son, même sentence, on peut avoir des micros. Alors regardez, là je fais avec mon oreillette et c'est tout à fait ok, mais en tout cas ça améliore le son. Et c'est vrai que c'est désagréable que d'avoir un contenu qui est intéressant, mais d'être pollué, parasité, soit par la forme qui n'est pas ok, et la forme est souvent le plus facile à résoudre. Donc c'est ça le comble. Donc on s'améliore aussi techniquement. Après, alors moi j'avais un parti pris, c'était de ne pas faire de montage, de coupure. Tout comme je le fais là maintenant, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de je ne sais quoi. Si vous regardez les vidéos sur la chaîne Stéphane Lejeune Immobilier, d'ailleurs je ne sais pas si je me suis présenté, mais c'est voilà, mon nom et mon prénom, et puis
l'origine, la chaîne originelle, c'est voilà comment elle s'appelle. Et bien vous pourrez voir que de la première vidéo à la dernière, vous n'avez aucun montage, c'est que des prises en une fois. Ça ne veut pas dire que parfois je n'abandonnais pas pour en refaire une dernière, mais le but c'était de ne pas m'enquiquiner en plus avec le montage, avec des vignettes, avec des effets, avec des trucs spéciaux. Je ne sais pas faire ça et je n'aime pas ça. Je pense que ça pollue aussi le message. On m'a souvent aussi dit que ça renforçait l'authenticité du message, il n'y a pas de fioriture. Alors là-dessus, aujourd'hui, j'évolue légèrement, c'est-à-dire que le montage, je continue à penser que ce n'est pas utile, voire que c'est, en tout cas, selon le message que vous voulez porter, ça peut être contre-productif. Donc pas de montage, pas de technique. La vignette d'une vidéo, ça, je pense que finalement, c'est important de ressortir du lot quand vous avez une personne qui fait des recherches sur YouTube. C'est bien qu'elle vous voit. Et puis le titre aussi de la vidéo, où là, parfois, j'avais des choses qui n'étaient pas pertinentes, puisque ce n'étaient pas des mots-clés que les gens allaient rechercher. Donc voilà, ça évolue aussi, ça évolue encore aujourd'hui. Et donc ces choses-là sont importantes si vous souhaitez créer votre chaîne YouTube, sachez-le, c'est l'authenticité, le fond plutôt que la forme, véritablement. Quel est le message que vous souhaitez délivrer? Moi vraiment le mien c'est, voilà, je souhaite inciter tous les 40 ans et plus à créer une chaîne pour que vous ayez à partager, à raconter des choses, à inspirer des gens, à témoigner, ne serait-ce que pour vos enfants. Peut-être que cette vidéo, elle va tomber un jour à la vue de mes enfants, elles vont apprécier, etc. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le message. Faites-le de manière simple, authentique et facile avec le smartphone que vous avez dans la poche, avec lequel vous me regardez en ce moment, et sortez les oreillettes que vous avez qui étaient présentes à l'achat. Donc ça c'est le message phare, oui. Donc ça c'est le fond. Et la forme vraiment est très secondaire, et d'ailleurs moins vous en ferez cas, et plus vous, ça va vous décomplexer pour vous lancer, et plus vous serez pertinent, je pense, et impactant. Donc voilà comment j'ai trouvé mes premiers clients, voilà comment j'ai évolué dans l'immobilier. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, il y a des conditions qui se durcissent, vous avez un contexte, en tout cas ce qui m'a concerné, et en fait, j'ai pu d'ailleurs me rendre compte, ou mieux apprécier, si je puis dire, le fait que l'immobilier, eh bien, vous avez des contraintes extérieures que vous ne pouvez pas maîtriser, sur lesquelles vous n'avez pas accès, vous n'avez pas la main. Or, quand on veut créer une entreprise, on veut au maximum avoir la main sur les choses, voilà, pouvoir être acteur, d'accord? Et bien là, quand vous avez affaire à des particuliers, parfois de bonne foi, ils ont un accord de principe bancaire, et puis au fil du temps, la banque refuse le prêt. Donc là, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas dans votre main à vous, presque pas dans les mains d'ailleurs de l'investisseur en tout cas, et on l'avait dit oui au départ et finalement non, sauf que toute la débauche d'énergie, de travail, d'expertise que vous avez faite pour trouver un bien, et bien finalement ça tombe à l'eau, et vous ne pouvez pas vraiment récupérer cette chose-là. Donc ça c'est un premier critère. Vous avez les conditions de prêt qui peuvent fluctuer, ce n'est pas dans vos mains, et là aussi ça peut priver certains investisseurs du fait d'investir, d'accord? Vous avez la capacité d'emprunt qui diminue si les taux montent, ça vous n'y pouvez rien, c'est de la macroéconomie, vous n'avez pas la main dessus, et ça c'est un paramètre. Vous avez les lois telles que j'ai évoquées sur les passoires énergétiques qui sont venues contraindre les propriétaires à faire des travaux pour améliorer l'isolation, la perte d'énergie. C'est très louable, c'est très bien, sauf que ça pénalisait mes clients à moi, les investisseurs, puisqu'ils n'avaient pas prévu de mettre telle enveloppe de travaux juste pour être aux normes, alors qu'ils avaient apporté des travaux pour apporter un certain confort, etc. Vous avez le plafonnement des loyers dans les grandes villes. Donc ça aussi, c'est tout à fait honorable. Moi-même, j'ai des enfants aujourd'hui qui cherchent des logements dans les grandes villes pour s'héberger, pour y habiter. Eh bien, c'est bien qu'on évite les abus et qu'il y ait des loyers délirants où on ne puisse pas se loger. Donc ce plafonnement est tout à fait pertinent, mais il venait contrecarrer les projets de mes clients à moi qui voulaient un loyer supérieur à la moyenne, justifié par un confort, mais qui n'était finalement plus permis légalement de par ce plafonnement. Donc ça, c'est encore typiquement un autre paramètre qui arrive et sur lequel vous n'avez pas la main, vous ne pouvez pas lutter. Vous avez des événements comme la crise sanitaire qui est venue aussi mettre un coup d'arrêt, sinon un coup de frein sur l'activité. Et puis vous avez au fil des années aussi peut-être eh bien voilà, le sentiment soit d'avoir fait le tour, ou en tout cas d'avoir moins, d'être arrivé à un certain niveau, à un niveau tel que voilà, la petite surface bien placée, au bout de plusieurs années, ça ne vous stimule plus autant qu'avant. Et puis peut-être le manque de stratégie initiale qui se fait peser. Voilà, peut-être que j'aurais davantage pu proposer des coachings à une population plus large, plus vaste, qui aurait pu être intéressée par cela, alors que je ne m'adressais qu'à des clients investisseurs à Lyon, où j'apportais mon temps, ma prestation de chasseur immobilier pur. Des vidéos peut-être qui auraient dû être plus stratégiques encore,
peut-être une diversification dans le neuf, que sais-je. En tout cas, tous ces événements m'ont amené finalement à fermer mon entreprise, ce qui était une décision difficile, hein. Voilà, j'ai d'ailleurs beaucoup tergiversé, j'ai retravaillé dans une agence immobilière, je suis revenu, ça a mis un temps fou que de dire cette fois je ferme définitivement. C'est un crève-cœur et alors on peut le vivre comme un échec. Pour en avoir discuté avec des personnes, eh bien c'est en fait plus une aventure incroyable clairement qu'un échec. Deuxièmement, on peut tout à fait créer une autre entreprise ultérieurement à la lumière des erreurs qu'on a pu faire préalablement et justement capitaliser dessus, hein. Errare humanum est, perseverare diabolicum. C'est voilà, le fait de tirer les leçons tout simplement de ces erreurs. Donc c'est en ça aussi que c'est en cela aussi que c'est une aventure et un capital sur lequel on peut s'améliorer versus un échec si on y pense bien. Ça a permis aussi d'avoir des relations, des interactions incroyables avec des personnes qui sont devenues des amis, avec lesquelles je suis resté en contact même des années après la fermeture. Donc ça c'est aussi une chose incroyable, ces relations qui arrivent, puisque vous avez quand même des gens qui vous font confiance pour une prestation de service, pour un produit, qui sont satisfaits et ils se rendent compte à quel point finalement c'était facile, sauf qu'il fallait juste les accompagner. Mais en tout cas, ils vous ont fait confiance, ça a fonctionné et ça, c'est vraiment incroyable. J'ai en tête une gestionnaire de patrimoine dont le métier était de conseiller les clients pour investir et qui elle-même n'arrivait pas à investir dans l'immobilier et que j'ai aidé. Donc, oui, on a beau parfois avoir la théorie, on a beau connaître tout très bien en ce qui concerne les placements, etc., être un expert, un spécialiste du domaine, mais quand il s'agit d'aller signer chez le notaire sur un appartement qu'on vous a trouvé, ça peut être bloquant ou en tout cas difficile. Vous voyez, c'est le genre des chefs d'entreprise aussi qui ont acheté plusieurs biens par mon biais, donc qui prennent des décisions rapidement, qui savent analyser, etc. Donc tout ça, et donc vous avez des liens qui se créent et qui sont tout à fait hors normes, que vous ne pouvez pas retrouver par ailleurs, ou je sais pas, en tout cas, le fait d'être entrepreneur et d'avoir des clients, des particuliers, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Le fait de baigner dans un univers d'entrepreneur, parce que quand vous êtes indépendant entrepreneur, vous avez des événements qui se font, des rencontres, des soirées, des journées de coaching, des séminaires, etc. Et là, vous baignez au milieu d'autres entrepreneurs dans plein d'activités très différentes et c'est formidable aussi d'enseignement et d'enrichissement sur les stratégies. Vous découvrez des activités que vous n'auriez même pas soupçonnées et qui fonctionnent très bien aussi. Et c'est vraiment incroyable. Et c'est là où vous vous rendez compte aussi que les personnalités de chacun vont vraiment attirer des clients. Et c'est aussi pour ça que le fait de faire une chaîne YouTube, vous vous exposez face caméra, vous allez attirer à vous presque des personnes qui vous ressemblent physiquement, en tout cas qui adhèrent à votre discours, qui adhèrent à votre façon de parler, qui adhèrent à votre style, à ce que vous dites. Ils ne sont pas d'accord avec tout, mais en tout cas, c'est vraiment la relation unipersonnelle face à face versus une enseigne uniforme où on ne sait pas qui il y a derrière. Vous voyez, là au moins les choses sont beaucoup plus claires et on peut déjà acheter la personne, quoi. On peut se dire, voilà, cette personne, elle me parle, elle m'a l'air fiable, je la pense compétente, je peux interagir avec elle, que ce soit dans les commentaires YouTube ou que ce soit par mail ou finalement un accès direct avec cette personne par téléphone ou autre. Vous voyez, la relation est complètement différente que si vous avez affaire à une administration ou à une entreprise, une personne morale. Donc pour ça, le fait de s'exposer, c'est beaucoup plus... Alors ça n'a rien de naturel que de parler devant un téléphone, de regarder la lentille et de parler comme si on avait quelqu'un en face de soi. Mais ça, c'est comme tout le reste. Vraiment, ça peut devenir tout à fait naturel, même pour des personnes qui sont à la base introverties, dont je fais partie très clairement. Donc ça vous aide aussi à vous exprimer, ça vous aide à structurer votre contenu, de ce que vous avez à dire. Alors ce qui est vrai ou pas, moi là j'ai pas de fiche, j'ai pas de plan, j'ai même pas, je voulais faire une fiche avec des bullet points, mais je préfère me lancer à l'exercice sans faire cela, parce qu'il y a des choses que j'ai pu oublier sans doute. En tout cas, ce qui m'a amené, j'en étais à la fin de cette entreprise, de cette aventure. Et qui plus est, d'ailleurs, mes amis proches sont tous soit avec des professions libérales, soit des indépendants, et je continue à côtoyer ces personnes, parce que finalement, je suis revenu dans le salariat. C'est ça le point où je voulais en venir, c'est de la création de l'activité passion, tout à fait nourrissante, enrichissante, qui permet de vivre de manière autonome et suffisante, et jusqu'au fait de fermer. Donc au passage, vous avez le comptable qui vous prend encore des frais pour fermer la société, alors que si vous fermez, c'est que vous n'avez plus de trésorerie, mais en tout cas, voilà, c'est des petites anecdotes.
et de se dire, alors ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans la création d'une entreprise, sauf que vous avez la vraie vie financière aussi qui est là, ou est-ce que je vais revenir dans le salariat? J'allais dire retomber dans le salariat, c'est pas très élégant, mais en tout cas revenir dans le salariat. Mais là, il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise, il faut quelque chose qui vous offre un minimum d'indépendance et de liberté, puisque c'était votre souhait initial. Donc il faut trouver cette chose-là, et il faut que ce soit un domaine de compétence où vous allez postuler, où vous êtes déjà pertinent, hein. Et donc moi, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé comme commercial terrain pour un secteur géographique donné. Donc je suis revenu à mes premières amours, si je puis dire, puisque je suis diplômé d'une université spécialisée dans le commercial, un bac plus 5 en commerce international en l'occurrence, décroché à Lyon, je suis venu à Lyon pour les études. J'avais une expérience de commercial terrain auprès d'une certaine typologie de clients. Et donc c'est naturellement qu'on peut postuler juste pour cette catégorie d'entreprise. On reste dans le domaine de la congruence, de la pertinence, et là où voilà, je ne vais pas postuler pour un métier de je sais pas quoi, développeur informatique où je n'y connais rien et de toute façon c'est impossible, ou un domaine peut-être que j'aurais pu faire accessible mais qui aurait manqué de stimulation ou d'un certain voilà, un certain intérêt à dire vrai. Donc j'ai trouvé une société donc, avec qui j'ai pu travailler, signer un contrat de travail. Alors au début c'est tout à fait étonnant que d'avoir à revenir dans ce monde, vous voyez, où vous devez vous avez des horaires quand même à respecter, même si en tant que cadre commercial c'est beaucoup plus souple que quelqu'un qui doit venir au bureau à heure fixe, mais vous ne pouvez pas arriver à 10h du matin si tout le monde est là depuis 8h30. Vous avez des congés à payer, ça c'était un choc parce qu'on avait pu oublier, mais vous avez cette chose-là qui arrive. Vous avez des comptes rendus à faire, c'est tout à fait naturel, hein. Mais quand vous avez une certaine autonomie, une liberté, c'est une chose à faire. Vous avez des réunions d'équipe, vous avez parfois des choses qui tombent, vous avez des clients à gérer, vous devez travailler en équipe à nouveau, ce qui est une difficulté, puisque quand on est habitué à travailler seul et à tout faire seul, y compris l'administratif, etc., le suivi client, vous faites tout, hein, quand vous êtes indépendant, alors sauf la comptabilité, peut-être que vous sous-traitez un expert comptable, et vous faites tout. Donc là, vous avez des personnes sur qui vous appuyez, mais c'est pas spontané. Déjà, quand vous êtes d'un naturel à pas forcément vous appuyer sur les autres, et puis pour ne plus l'avoir fait pendant des années, c'est presque un effort d'avoir à solliciter de l'aide de quelqu'un, mais qui est là pour ça, hein, qui est là pour vous aider. En tout cas, ça c'est aussi un étonnement. Vous avez des comptes à rendre, vous avez une direction, hein, avec qui le feeling doit bien passer. Et c'est en ça que je dis que le fait d'avoir entrepris, avoir été créateur d'entreprise, a beaucoup compté dans le fait que j'ai été recruté, hein. C'est vraiment un critère discriminant dans le sens positif du terme, qui vous met en avant, qui vous donne une image de quelqu'un à qui on n'a pas à tout expliquer, qui a déjà une certaine autonomie, qui est presque son propre chef d'entreprise dans l'activité salariée dans laquelle elle évolue. En tout cas, il y a cette idée d'autonomie, et peut-être d'évolution aussi à terme pour un poste de responsable d'équipe. Après, on y adhère ou pas, ça correspond à votre personnalité ou pas, mais en tout cas, vous avez cette perspective dans la tête d'un recruteur et qui est très, très valorisée, même s'il ne vous le dit pas dès le départ, ou s'il vous le dit d'ailleurs, mais c'est une idée qui vient versus quelqu'un qui a toujours évolué dans une activité salariale. Vous voyez, vraiment, ça vous met à part le fait d'avoir créé une entreprise. C'est en cela que je le conseille aussi vivement, même si vous ratez, même si ça finit par ne plus durer, et c'est ok, vous pouvez rebondir de plein de façons. Le salariat n'est pas une prison, l'entrepreneuriat non plus, ça évolue, c'est la vraie vie. D'ailleurs, c'est un signe d'agilité. C'est un cabinet de recrutement qui m'en a parlé, c'est-à-dire vous avez vous avez évolué, vous n'êtes pas resté 30 ans dans la même entreprise, vous êtes passé d'un métier sédentaire à un métier terrain, d'un métier de terrain créateur d'entreprise, vous revenez dans le salariat dans une activité qui est tout à fait pertinente, où vous avez déjà fait vos preuves et vous êtes opérationnel de suite. Vous voyez, donc c'est aussi une raison supplémentaire qui plaide en faveur de créer son entreprise. Et puis il y a des cas effectivement où c'est pérenne, ça perdure, ça se développe, vous avez peut-être besoin après de recruter, etc. Donc c'est une aventure aussi qui peut tout à fait rester dans la durée. Peut-être allez-vous devoir offrir, recruter quelqu'un, vous voyez, donc c'est quelque chose aussi, c'est un vrai exercice, faire confiance, etc. Avoir le rôle de chef d'entreprise à votre tour. En tout cas, c'est une expérience. Le CDI, donc le salariat, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, moi mon objectif c'était d'obtenir un revenu suffisant et récurrent, hein, donc c'est ça qu'offre le salariat aussi. Autre point, un critère important aussi pour moi, c'est que j'avançais dans l'âge et j'ai 2 filles
qui sont amenés à faire alors soit des études, soit aller travailler dans d'autres villes que celles où on résidait, et au passage dans d'autres villes où celles où on avait investi. Parce que quand vous achetez un studio à Lyon, à la naissance de votre première fille, c'était mon cas, je me suis dit peut-être qu'elle va venir y habiter, évoluer, y séjourner, y vivre pour ses études. En l'occurrence, c'est pas le cas. J'ai 2 filles qui sont parties dans 2 villes différentes ou qui sont sur le point de le faire et qui ne sont pas, c'est pas du tout à Lyon. Donc les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mais en tout cas, mon propos, c'est de dire, quand vous devez être locataire ou quand vos enfants devenus grands, majeurs ou quasi doivent aller louer un appartement, la force de votre CDI, c'est cela. C'est qu'on vous demande un CDI, c'est qu'on vous demande d'être garant, de porter caution, et on vous demande vos 3 derniers bulletins de salaire. Et c'est là aussi la force d'un CDI, c'est de vous permettre de faire cette chose-là. Voilà, c'est très actuel me concernant, et ça permet de mettre le pied à l'étrier à vos enfants. Chose qui est moins simple si vous êtes directeur d'une entreprise et où vous vous rémunérez parfois un peu, parfois pas. Des fois, vous ne vous salariez pas quand la conjoncture n'est pas au beau fixe. Donc vous voyez, ça pour un propriétaire, c'est dissuasif et votre dossier passe à la corbeille, alors que d'autres, avec des profils plus classiques, font l'affaire et remportent l'appartement. Donc ça, c'est un critère fort aussi. Et puis un métier toujours avec cette dose d'indépendance et de liberté, le fait de devoir circuler. Ça, c'était aussi pour moi un critère. C'est pour cela que le fait d'être commercial, et ça colle très bien aussi avec ma vie personnelle, sur le terrain était tout à fait pertinent. Donc voilà pour cette aventure. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, c'est que vous pouvez aussi, quand vous êtes de nouveau dans le salariat, faire une espèce de rechute, c'est-à-dire vous dire l'indépendance me manque terriblement, être maître de mon temps me manque terriblement, qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir revenir dans l'indépendance, voilà, jouir de son temps, ne plus avoir de patron, ça peut vous revenir. C'est là où le fait d'avoir à nouveau quelqu'un qui vous remet les pieds sur terre, qui vous fait relativiser, qui vous dit attention, n'oublie pas. On a tendance toujours à vouloir ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus, ou trouver que l'herbe est trop verte ailleurs, versus le fait de vouloir verdir son propre jardin. Donc c'est bien d'avoir toujours ces personnes bienveillantes qui vous entourent, qui vous voient évoluer, qui vous disent là j'entends ce que tu dis, mais c'est facile pour personne. Il y a des hauts et des bas, que ce soit dans l'indépendance ou le salariat. N'oublie pas que l'indépendance, c'est sans filet. Quand tu as des revenus qui descendent, tu es en péril, ta société est en péril. On est jour et nuit en train de réfléchir à ce qu'on devrait faire. Jour en semaine et week-end, on est la tête dans le guidon pour trouver des bonnes idées. Quand des fois vous dormez, on se réveille, on se dit tiens, on note vite cette idée qui peut être bonne. Pour l'avoir vécu, c'est tout à fait vrai. Quand on est dans le salariat, vous avez plus cette chose-là ou beaucoup moins cette chose-là. Quand vous êtes le vendredi soir, vous êtes en week-end, vous débranchez tout, dans tous les sens du terme. Et donc c'est aussi un confort psychologiquement. Vous avez tous ces avantages à être revenu dans le salariat que vous n'aviez pas en tant qu'indépendant. Donc on a tendance, en tout cas moi me concernant, j'ai tendance à parfois oublier tout ce que m'apporte une situation et à vouloir ce que je n'ai plus. En fait, quand on fait rationnellement la balance des deux, et c'est important de le faire, et il n'y a que l'autre ou les autres qui peuvent vous aider à faire cela, voilà, et c'est important de retrouver cette lucidité, cette expertise, et puis voilà, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite, et on peut évoluer et être tout à fait épanoui dans le salariat quand on fait ce que l'on aime, et on peut ne pas être pleinement heureux dans l'indépendance, dans l'activité d'indépendant, si les choses ne se passent pas comme on veut, ou si on a l'impression de lutter, de faire des choses, mais on répète les mêmes choses qui n'apportent pas vraiment d'amélioration. Voilà pour ce témoignage également. Donc j'ai pu vous donner quelques conseils, mais le but c'est pas tant de vous donner des conseils, c'est juste de vous faire un témoignage, un retour d'expérience, prioritairement pour vous amener vous aussi à sortir votre smartphone, vos oreillettes, un trépied ou de caler votre téléphone et à faire une vidéo où vous témoignez sur votre vécu. Ça peut être sur des épreuves de vie, ça peut être sur ce que vous avez envie de faire, vos motivations, sur votre passion, en fait il y a plein de sujets qui peuvent vous animer, sur des livres que vous avez lus qui vous impactent et de quelle manière sur votre activité. Si vous êtes déjà indépendant, c'est un drame que de ne pas avoir de chaîne YouTube où vous montrez votre quotidien, vous n'avez rien à faire. De plus, vous mettez votre smartphone, vous appuyez sur REC et vous faites ce que vous faites d'habitude. Si vous êtes expert comptable, ça peut inspirer des gens. Si vous êtes boulanger, vous mettez une GoPro quelque part au plafond et vous filmez ce que vous faites. Les gens adorent cela. Que vous soyez chauffeur routier, vous filmez la route, vous filmez... Moi, je n'ai rien à voir avec ce métier, enfin un petit peu, parce que je fais beaucoup de route, mais peut-être que j'aimerais beaucoup voir le témoignage de quelqu'un qui est chauffeur routier, ce qu'il fait, comment il dort, où il s'arrête, etc. Vous comprenez l'idée, c'est que vous pouvez inspirer des tas de gens, vous pouvez aider des tas de gens, et vous pouvez
juste apporter quelque chose en faisant quelque chose de simple. Et vous, ça peut vous aider, hein, ça peut avoir des vertus thérapeutiques que de témoigner face caméra, d'amener à dire des choses, à structurer votre propos, à prendre conscience des choses quand vous les dites sans peur du jugement, parce que vous parlez à votre téléphone. Alors vous pouvez avoir des rageux, des personnes qui vous mettent des commentaires désagréables, il suffit juste de les ignorer, de les supprimer et de ne pas en tenir compte. Hein. C'est des personnes qui ça les regarde plutôt eux que vous-même. Et donc vous pouvez aussi à l'inverse avoir des personnes qui vont matcher avec vous et qui vont voilà, vous encourager, vous aider. Qui sait, est-ce que ça veut dire des partenaires d'affaires ou juste des amis, des gens qui vont être des fans à vous, qui vont aimer tout ce que vous faites, quel que soit le contenu, vous voyez. Donc ça peut arriver aussi. Et il n'y a qu'en créant quelque chose que ça peut arriver. Il est garanti que si vous ne faites rien ne va se passer. Mais si vous faites quelque chose, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver de positif qui peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. Voilà pour ce retour d'expérience sur le fait d'avoir créé ma société à 40 ans, de l'avoir fermée alors que j'en avais, je crois, 47, et qui est une expérience tout à fait finalement positive, constructive, que je recommande à tout le monde. Donc mon conseil pour cette conclusion, c'est voilà, créez votre chaîne YouTube, créez un compte sur Gmail, une adresse Gmail, créez votre chaîne. Le titre, ça peut être juste votre prénom plus votre nom, ne cherchez pas forcément un truc l'idée du siècle, ça sert à rien. Et appuyez sur REC et puis filmez-vous avec votre oreillette sur un sujet qui vous passionne, si vous avez envie de partager, et publiez cela. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous invite à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Si vous voulez qu'on discute également en one-to-one, je mettrai un lien aussi pour cela. Voilà, vos retours d'expérience sont les bienvenus. Vous qui hésitez à créer une société, si vous avez des questions, vous qui avez déjà créé une société, est-ce que vous avez des choses à partager? Si vous êtes au bord du gouffre et que vous envisagez d'aller dans le salariat, voilà, ça peut aussi peut-être vous avez des questions ou des choses à faire. Comment vous remettez à jour votre CV, j'en sais rien. Bref, tous vos commentaires sont les bienvenus, vos retours d'expérience aussi. Ça peut aider justement à créer une communauté. Et sur les prochains sujets aussi à venir, d'autres retours d'expérience. Et si vous avez des questions aussi, ça peut faire l'objet d'une réponse, mais lors d'une vidéo longue, peut-être versus un commentaire écrit qui fait 3 lignes. Voilà, en tout cas, tous les commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie pour avoir écouté jusqu'ici. Je vous ai aimé cette vidéo si c'est le cas également. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour les prochaines. C'était Stéphane. Au revoir.